Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Générique de fin. Salut Adam. Salut Jérémy. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Ça va super. Aujourd'hui du coup 3e épisode. Alors on va un petit peu changer de programme parce que c'est vrai qu'à la fin de l'épisode sur Il était une fois la Révolution, on avait teasé un film français. Ouais, on allait faire Du coup, à la base, le programme était de faire ça sur Conan de Bertrand Mandico, sorti en 2023. Mais il y a eu un changement de programme en route. Changement de programme, ouais. On va arrêter de teaser les futurs épisodes à la fin. C'est mieux. Je pense que c'est une meilleure idée. Mais du coup, voilà, nouvel épisode. Et bon, pas de film français. On aura l'occasion d'en faire, bien sûr. Mais là, pour le coup, on va parler d'un film espagnol, d'un réalisateur qu'on aime énormément, qui s'appelle Albert Serra. Film espagnol, du coup, en l'occurrence, Tardes de Soledad. Un film assez récent, pour le coup, vu qu'il est sorti il y a même pas un an, quoi. Ouais, c'est ça, il est sorti là en début d'année. Et du coup, aussi, premier réalisateur contemporain dont on parle dans Générique de fin. Ouais. Hors l'épisode hors série sur Paul Thomas Anderson. Déjà, ouais, moi du coup, je suis vraiment content de parler d'Albert Serra aujourd'hui. Je suis content de parler de ce film. Et qui est quand même quelqu'un, Albert Serra, que je trouve vraiment très intéressant et très très important du coup dans le cinéma d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Moi, pour le coup, j'ai vraiment découvert ce cinéaste un petit peu en préparant ce podcast. J'avais déjà vu Tardes avant, mais c'est vrai qu'en regardant toute sa filmo, ben, c'est vrai que c'est un réalisateur extrêmement intéressant et on va avoir l'occasion d'en parler du coup. Et avant de commencer, je te propose de poser un petit peu les bases en faisant la petite fiche technique du film que je vais faire. Du coup. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, Tardes de Soledad, c'est un film, alors film/documentaire. C'est pareil. C'est pareil, mais dans l'imaginaire collectif, c'est pas pareil. C'est un film documentaire, c'est juste pas un film de fiction. Du coup, film franco-espagnol, donc sorti le 26 mars 2025 en France, réalisé et scénarisé par Albert Serra, on l'a dit. Monté entre autres par Arthur Tort Puyol, donc qui est le directeur de la photographie sur les 3 anciens films de Serra. Sur les 3 précédents films. Voilà, c'est ça. Et donc assez intéressant de voir que c'est un directeur de la photo qui monte le film. On va expliquer évidemment pourquoi. Bien sûr. Film distribué par la société de distribution française du Lac. Et du coup, au casting de ce film, on retrouve notamment Andrés Rocarey, qui est un matador d'origine péruvienne, donc qui existe vraiment, quoi, qui est considéré à l'heure actuelle comme un des plus grands matadors contemporains, puisque, je ne l'ai pas dit, mais c'est un film qui parle du coup de la corrida. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Andrés Rocarey, c'est un peu le Mbappé des toréadors actuellement. C'est grosso modo la superstar numéro 1. C'est ça. Et du coup, c'est un documentaire où on va le suivre en train d'exercer son métier de matador. Voilà, ça. Pour dire ça concrètement. On en reparlera quand on fera un petit synopsis après. Mais du coup, en attendant, on va faire une petite présentation de Albert Serra. Je vais te laisser la faire, mon cher Adam, voir un petit peu ce qu'il a fait avant Tardes de Soledad. Avec grand plaisir. Donc, Monsieur Albert Serra est un réalisateur, producteur, écrivain et scénariste espagnol qui est né le 9 octobre 1975 à Banyoles, en Catalogne. Très très tôt, c'est quelqu'un qui se passionne un peu du coup pour l'art, enfin un peu beaucoup pour l'art, et notamment la littérature. Durant son enfance en Catalogne, c'est quelqu'un qui est vraiment éloigné du cinéma. Enfin, il mate des films un peu comme tout le monde, mais il veut pas en faire quelque chose pour l'instant. Très très tôt, il veut vraiment s'orienter du coup dans des études de littérature. C'est pour ça qu'il est diplômé en théorie littéraire et en littérature comparée à l'université de Barcelone. Et au début, il se fait connaître un peu, il gagne un peu son pain en écrivant des pièces de théâtre et en faisant un peu de la publicité, des œuvres vidéo, tout ça. Il touche un peu à tout, il n'a pas encore pour objectif du coup de faire des longs métrages. Il veut pas, faire du cinéma, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Même lui le dit. Il dit que en fait le cinéma, il est tombé un peu dedans par hasard, mais ça l'intéresse pas, de ses mots à lui. Donc entre la fin des années 90 et le début des années 2000, donc comme on a dit, il a écrit tout plein de pièces de théâtre, il a fait un peu de publicité, il a touché un peu à des plateaux télé, machin, et surtout, il a lu des livres.
et c'est ça que lui considère comme la matrice de son art, c'est la littérature. Il se considère lui-même du coup comme un cinéaste littéraire. C'est-à-dire qu'il pense et il réfléchit le cinéma comme un livre, en fait, comme un romancier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Lui considère que quand on fait des films, on devrait avoir une sorte de flux naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout penser et tout réfléchir. Et lui, ce qu'il n'aime pas trop, justement, dans l'industrie du cinéma, c'est quand, lorsqu'on va commencer à réfléchir sur un film, on va penser les interactions entre les personnages, on va penser tout le message, toute la symbolique, tout le symbolisme derrière tout. Donc lui considère que la beauté, au sens noble du terme, est quelque chose qui arrive vraiment de manière inattendue au cinéma. Il ne veut surtout pas, du coup, avoir d'idées précises de ses films, et surtout, le plus important, c'est ne pas avoir d'intérêt personnel vis-à-vis des films. Il veut vraiment laisser une quelconque forme de morale passer au second plan et laisser en fait le film vivre et se construire de lui-même pour du coup en tirer un produit final vraiment unique et donc inattendu, comme on l'a dit. D'ailleurs, pour l'anecdote, donc il y a son prochain film qui sort là l'année prochaine et on sait qu'il y a eu 500 heures de rush. Ouais, parce qu'on va en parler, mais le montage, c'est quelque chose d'essentiel dans le cinéma d'Albert Serra. Genre, c'est quelqu'un qui travaille avec des centaines et des centaines d'heures de rush. On va le voir quand on va évoquer un petit peu ce qu'il a fait en long métrage. Et aussi, c'est aussi le cas pour Tardès des Soledad. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, dans un entretien récent que j'ai écouté d'Albert Serra, il disait que là, son prochain film, il ne connaît pas encore le ton que le film va avoir. Là, il a tourné énormément de choses, mais il ne sait pas si le film sera léger, sera lourd, sera pesant. Vraiment, il n'en sait rien, il verra vraiment ça au montage, pour au final en garder 2 heures, 2 heures et demie de rush, quoi. Donc, c'est quelqu'un, justement, qui pense le cinéma comme une entité en dehors de tout contrôle, pour laisser, justement, la vie s'imprégner dans le film, et laisser le film, donc, vivre de lui-même. Ensuite, donc... Ça, c'est dans les années 90-2000 qu'il commence à écrire des pièces de théâtre et à travailler pour la télévision. Il réalise donc un premier long métrage qui s'appelle Crespia. En 2003. En 2003, exactement. Donc c'est un court métrage qui maintenant est quasiment introuvable. Genre moi je l'ai vu sur un site russe. Ouais, sur un site russe dans une qualité absolument horrible. Donc ça raconte l'histoire d'un village en fait. Et c'est le quotidien d'un village. On sait pas du tout, même moi actuellement, comme il n'y a aucune documentation qui existe sur le film, on sait pas si c'est un documentaire ou si c'est un film de fiction, on n'a aucun moyen de le savoir. Et déjà, malgré le fait que c'est son premier film, ce côté entre fiction et réalité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans son cinéma et qu'on retrouvera très très vite en fait dans tous les films qui suivront ce Crespia. Parce que on va le voir, mais dès 2006 en fait, avec son deuxième long métrage, donc qui s'appelle Au nord des Cavaliera, il va s'attaquer en fait à des films historiques entre guillemets qui se déroulent la plupart du temps. Alors l'époque, grosso modo. La Renaissance, non, pas la Renaissance, ça va du Moyen-Âge le Moyen-Âge aujourd'hui, mais ouais. en fait... Au nord des Cavaliera, par exemple, donc c'est une réinterprétation de Don Quichotte. Donc c'est grosso modo un voyage, quoi. C'est ça. Il filme un voyage, comme ça sera le cas aussi avec en 2008 son troisième long métrage qui est Le Chant des Oiseaux, qui là est un film sur les rois mages, sur leur voyage de je sais plus où, mais jusqu'à le lieu de naissance du Christ, quoi. Voilà. Oui, c'est ça exactement. Déjà, du coup, si on prend ces deux films-là, qui sont un peu des films cousins, je trouve, Honor des Cavaliera et du coup Le Chant des Oiseaux. Donc déjà, Honor des Cavaliera, il y a quelque chose vraiment passionnant dans ce film. C'est donc, on a donc Don Quichotte et donc son écuyer qui est Sancho Panza, si je dis pas de bêtises. Ouais, et forcément, donc, du coup, dans le roman de Cervantes, ils ont un but, ils ont un voyage. Et là, pas vraiment. Il n'y a aucune destination précise. Et disons que le film est rythmé par des dialogues et par ces deux personnages, en fait, qui apprennent à se connaître au fur et à mesure des situations. Et on retrouve déjà, du coup, dans le cinéma de Serra,
cet aspect vraiment flottant, sans réel but précis, et sans grande, justement, volonté narratrice, on va dire. Ouais, exactement. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans Le Chant des Oiseaux, même si du coup dans Le Chant des Oiseaux, les 3 rois mages, ils ont un but précis, c'est d'aller à la rencontre du Christ, quoi. L'enfant Jésus, ouais. Et sauf que en fait c'est leur voyage qui, pareil, va être ponctué de discussions sans réel intérêt, en fait. Enfin, on a un côté genre tu sais, tu sors un petit peu du contexte historique, tu vois juste 3 pélos qui voyagent entre potes et genre il y a plein de plans où on les voit au milieu de contrées désertiques. Donc c'est un cinéma, on va dire, très posé, qui il pose vraiment sa caméra, et ça va être vraiment l'essentiel du cinéma d'Albert Serra, ce truc de poser la caméra et de montrer les choses. Entre Honor des Cavalera et Le Chant des Oiseaux, on trouve déjà un goût pour le film historique, pour la figure du sacré, et justement pour toutes ces figures qui sont quasiment de l'ordre mythologique, en fait, que ça soit Don Quichotte, que ça soit donc les rois mages, ou là dans Histoire de ma mort avec Casanova. Voilà, Histoire de ma mort, donc qui est son nouveau film sorti en 2013. Enfin nouveau, oui, son 4e, pardon. Donc 2013, c'est vraiment à partir de là qu'il va se faire connaître pour le coup, Albert Serra, parce que c'est un film qui va remporter un certain succès. Il va même remporter le Léopard d'Or au Festival international du film de Locarno. En 2013, en 2013. Et en gros, le film, c'est une réinterprétation, une revisitation du mythe de Dracula, avec de Dracula et de Casanova. C'est ça. Et d'ailleurs, du coup, d'où ce titre que je trouve magnifique, Histoire de ma mort, donc qui fait évidemment le contre-pied avec Histoire de ma vie de Casanova. Voilà. C'est ça. Et donc lié avec Histoire de ma mort, donc Dracula. Et c'est un film qui se passe pareil à l'époque donc on est vers l'époque des Lumières. Régime, non ? Ouais, c'est l'époque des Lumières. Ouais, ça, bien sûr. En gros, on est juste avant la Révolution française, et ça va être un groupe de riches, de nobles, qui voient un petit peu leur fin arriver, et qui du coup vont partir. C'est ça. S'exiler c'est comment déjà où il habite Dracula, les Carpates. Oui, c'est ça, du coup dans les Carpates. Voilà. Et déjà on a aussi du coup dans Histoire de ma mort la mort au sens large, qui est un des thèmes principaux du cinéma d'Albert Serra, qu'on retrouve vraiment dans tous ses films. On en reparlera du coup juste après avec le film qui vient ensuite. Et en fait il considère justement la mort comme une part de la vie. C'est quelque chose qui va vraiment travailler tout au long de son cinéma. C'est à quel point justement est-ce que cette volonté vitaliste d'échapper à la mort peut donc se transposer du coup dans une volonté puissante de vie. C'est peut-être même je pense le thème principal du cinéma d'Albert Serra. Ouais. Et chose comme tu l'as dit qu'on retrouvera avec son 5e film, 2016, donc La mort de Louis XIV, avec entre autres dans le rôle de Louis XIV Jean-Pierre Léaud. Donc, son premier film hors Espagne. Son premier film en langue française. Oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Jean-Pierre Léaud, donc, qui est un acteur français légendaire, qui a surtout... surtout beaucoup tourné avec Truffaut, quoi. On va quand même pas faire l'effront à nos auditeurs de présenter Jean-Pierre Léaud. Bien sûr. Mais du coup, il incarne Louis XIV qui est atteint et pris par une sorte de gangrène à la jambe, et qui du coup est en train de mourir. Il commence à mourir, c'est ça, du coup, dans le titre. Et c'est un film qui est passionnant. C'est un film qui est passionnant, je trouve. Film incroyable. La mort de Louis XIV, ouais. C'est vraiment genre au-delà du... En fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que il filme pas Louis XIV, en fait. Il filme juste un vieil homme en train de mourir. Et moi, ce que je trouve fabuleux avec ce film, c'est la manière qu'il a de montrer la mort, quoi. Une mort lente, en plus, horrible. Et toutes ces personnes autour de lui qui s'affairent pour essayer de l'aider, de le sauver, mais qui peuvent rien faire. C'est un film qui est vraiment... moi, je trouve que c'est un film fascinant. Genre, ça dure 2h10, je crois. Et genre, pendant 2h10, t'es vraiment aspiré par la situation de ce vieillard. C'est ça, et en fait ce qui est fascinant, moi je trouve vraiment dans la mort de Louis XIV, c'est la manière de représenter cette mort.
souvent au cinéma, on a tendance à, comme je disais, donc, à utiliser la mort comme un outil narratif. Le personnage meurt, l'intrigue avance, on passe à autre chose et l'histoire continue. Ici, comme le film est concentré sur cette mort-là, donc, on va prendre le temps. On va prendre le temps de filmer la mort. On va prendre le temps de voir ce que ça fait sur ce corps. On va prendre le temps de voir à quel point sa jambe et ses yeux commencent à être rongés par cette gangrène. Et c'est ça qui est fascinant. Et du coup, c'est un film qui, en filmant la mort, rend hommage, je trouve, à la grandeur de la vie. Parce qu'il filme justement cette vie sur cette fin. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu autre part, je trouve, au cinéma. Ouais. Et puis c'est un film qui est beau visuellement. Enfin, malgré le fait que c'est un huis clos, grosso modo, quasiment tout le film se déroule dans la chambre de Louis XIV. Et pourtant, enfin, il y a une manière de cadrer les choses qui m'a beaucoup fait penser, évidemment, à Barry Lyndon sur certains aspects, genre le côté très tableau en fait de ses plans, le jeu avec la lumière. Et puis en plus, je dis ça, mais je l'ai vu dans une qualité pas ouf. Parce que le film a été édité quand même. Oui, le film a été édité, mais bon, t'as juste eu la flemme d'acheter le Blu-ray. C'est vrai. Tu peux le dire. Écoutez, je suis étudiant, je galère, j'ai besoin de sous. Non, je te comprends. mais du coup, voilà, là, on est vraiment dans la période où il va commencer vraiment à avoir une reconnaissance un petit peu internationale, Albert Serra. 2018, du coup, il va faire... 2019 ? Liberté, c'est 2019. Roi Soleil, j'allais dire. Pardon. Mais pour le coup, ça, on peut pas trop en parler parce qu'on l'a pas vu. Roi Soleil, donc qui est un film expérimental, ouais, où là pareil, le sujet du film c'est aussi l'agonie du roi Louis XIV. C'est ça, voilà. Sachant que, alors, du coup, encore une fois, on n'a pas vu le film, mais Albert Serra, j'ai un peu écouté en parler et il considère ça un peu comme une sorte de bonus par rapport à la mort de Louis XIV. Ouais. C'est un peu la mort de Louis XIV 1.5. Parce que c'est un film qui est court, qui dure 1 heure. Ouais, ça fait 45 minutes, 1 heure, je crois. Ouais. Et ensuite, donc tu le disais, 2019, Liberté, donc qui est son film pareil. Encore une fois, un film qui se déroule durant cette époque-là, durant cette période, les Lumières, quoi, juste avant la Révolution française. C'est la cour de Louis XVI. Du coup, ça se passe pendant la cour de Louis XVI. Voilà. Déjà, il revient en langue espagnole avec ce film, Albert Serra. Et après avoir parlé de la mort, là, on va parler du sexe. Voilà, c'est le thème principal du film où en fait on suit 3 personnages. Donc il y a 2 hommes et une femme, donc qui sont expulsés de la cour de Louis XVI et qui donc vont essayer d'exporter le libertinage en Allemagne. Moi, c'est un film que je trouve moins bon que ses prédécesseurs. Je pense que c'est son film le moins bon, honnêtement, de tous. Mais ça reste quand même un film qui est largement au-dessus du lot. C'est un film quand même qui est passionnant. D'une part avec la froideur et la cruauté avec laquelle il aborde son sujet, et en contre-pied de ça, une vraie maturité en fait vis-à-vis de ce thème quand même assez particulier à aborder, je trouve. Et ouais, ça reste un film que je trouve vraiment. Je l'ai pas vu depuis quand même pas mal de temps, mais c'est vraiment un film que je trouve assez fort. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que donc le film, il est donc le directeur de la photo, comme je l'avais dit dans la fiche technique, c'est Arthur Tort, et c'est aussi lui qui fait les costumes. Moi, je trouve ça trop intéressant, ce rapport qu'il a avec l'image, en fait. Le fait de prendre un directeur photo, de le mettre à la fois au costume, au montage, comme on va le voir là, avec Tardes de Soledad. Je trouve ça intéressant, en fait, cette manière de faire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça. C'est que, honnêtement, comme le mec est directeur photo, monteur, qui s'occupe des costumes... Il a un rapport à l'image. C'est ça, ouais. Il a un rapport à l'image, il a un rapport à la matière même du film qui est complètement unique, en fait. Ouais. Parce qu'il comprend les images, il monte, il comprend ce qu'il monte. Exactement. Chose qui n'est pas forcément toujours le cas des monteurs. 90% du temps au cinéma, comme le monteur et le directeur photo, par exemple, sont pas tant que ça en contact. Ouais, ils discutent, mais il n'y a même pas tant de contact que ça. Ouais.
Bah, c'est un coup, justement, on perd l'âme du film. En fait, cette âme, justement, qui a été prise au moment du tournage, on la perd au niveau du montage. Et comme là, c'est la même personne qui va s'occuper de l'un et de l'autre, bah, il y a une vraie continuité, il y a un vrai prolongement. Et ce qui fait que le tout est vraiment unique. Et donc, le produit final peut vraiment être un outil de documentation sur le tournage à la base. C'est ça. Mais ça on va le détailler un petit peu quand on parlera du tournage de Tardes de Soledad. Du coup, en 2022, Albert Serra, il réalise moi ce que je considère comme l'apothéose de son cinéma, à savoir Pacifiction. Pacifiction, Tourment sur les îles en français. Oui, mais que personne n'appelle comme ça. Ouais, donc, c'est comme le trône de fer Game of Thrones. Hein, En plus, ça sert à rien. Enfin, alors que, parlons-en 2 secondes parce que le titre Pacifiction, c'est un titre incroyable. Donc Pacifiction, c'est un film pareil où là il revient à la langue française. Puisque c'est un film qui se déroule du coup à Tahiti. En gros, l'histoire du film, c'est donc un mec qui s'appelle De Roller. Qui est haut commissaire de la République. Voilà, c'est ça. Qui est interprété dans le film par Benoît Magimel et qui est du coup, comme tu l'as dit, haut commissaire de la République. Et c'est un peu le représentant de la France à Tahiti, quoi. Genre, il est là sur l'île depuis... on sait pas combien de temps, mais on se doute que ça fait longtemps qu'il est là. Et il y a des rumeurs d'essais nucléaires qui commencent un petit peu à circuler. Non, du coup, de la reprise d'essais nucléaires. La reprise, d'essais nucléaires qui commence à circuler. Et du coup, il va... c'est trop dur de résumer ce film parce que, en gros, Pacifiction, c'est un film où pendant 3 heures, pardon, on va voir en fait juste Benoît Magimel en vacances. En train de rien foutre sur l'île. Pour expliquer un peu comment le film a été tourné, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils doivent s'imaginer Benoît Magimel sous grosse lunettes de soleil et sous cocktail. Mais en fait, c'est un film donc, qui a été tourné en grosse partie en improvisation, où il y a des personnages qu'on voit dans le montage final qui n'étaient pas forcément prévus d'être là à la base. Parce qu'il n'y avait quasiment pas de scénario à la base. C'est ça, exactement. C'est un film donc, qui a été tourné avec 3 caméras, donc il y a eu plus de 200 heures de rush. Et en fait, pour citer lui-même Albert Serra, les acteurs pouvaient vraiment improviser, mais à condition de pouvoir rester dans leur personnage. Si jamais ils étaient fatigués, ils pouvaient aller se reposer, aller s'asseoir. Enfin, c'est un film qui a été fait dans une grande part d'improvisation, donc c'est une fiction, et tourné comme un documentaire. On en revenait à ce qu'on disait dans notre introduction. C'est ça. D'où le titre qui est fantastique, Pacifiction. Exactement. C'est trop bien. C'est ça. Du coup, c'est en gros, on voit Benoît Magimel en fait. C'est-à-dire un mec qui est... Des fois, on a l'impression qu'il est un peu alcoolisé, un petit peu bourré, un petit peu drogué sur le tournage, il y a pas de dialogue, ou du moins, il y a des dialogues, mais on s'en fout en fait de ce qu'il raconte. Ce film, c'est le vide, mais pas dans le sens négatif du terme, en fait, dans le bon sens du terme. Et le vide, comme on pourrait s'imaginer que du coup... Si une vraie personne qui était haut commissaire de la République envoyée du coup pour représenter l'État à Tahiti durant cette reprise d'essais nucléaires, 90% de sa vie, il fait rien en fait. Ouais. Ça ressemble à ce qu'on voit dans le film. C'est ça. Et puis du coup il y a tellement ce côté, ce personnage qui est seul en fait, qui se sent seul, qui est seul pendant, on sait pas combien de temps il est là, et du coup il va au point où il va s'inventer des histoires de complot et tout ça. Genre des fois le film flirte avec le thriller, mais c'est jamais assumé, c'est toujours dans la tête de Benoît Magimel qui s'invente des trucs, qui s'invente des choses sur des histoires d'espionnage des États-Unis, qui espionne la France, qui va reprendre les essais nucléaires sur Tahiti. Enfin je trouve ça trop bien en fait, parce que genre vraiment le film, il y a ce côté en fait où j'ai jamais vu ça avant, et ce qui fait que chaque scène, l'enchaînement de chaque scène est nouveau en fait. C'est des choses que je ne vois jamais, et c'est ce qui rend ce film pour moi unique, et c'est vraiment ce qui m'a marqué en fait. Dites-vous, du coup j'ai une petite anecdote, c'est qu'en fait le film a été tourné pendant le Covid, donc Tahiti était donc en confinement, parce que c'était tourné en août 2021 donc, et donc ça a été tourné pendant 25 jours je crois. Il y a un moment dans le film où Albert Serra voulait aller filmer donc son personnage de Roller
en train d'aller voir du coup une compétition de surf. Sauf que la compétition de surf du coup devait avoir lieu en même temps du tournage quoi. Sauf que à cause du confinement, la compétition a été annulée, mais ils y sont quand même allés. Ils se sont dit bah au pire on y va et on voit ce qui se passe. Dans tous les cas on sait qu'il y aura des grandes vagues, ça peut être beau à l'image, donc ça nous intéresse, on prend. Et donc l'équipe ayant une autorisation s'est rendue avec des bateaux loués sur le tournage, et il y a eu au moment du tournage donc des surfeurs amateurs qui étaient là illégalement. Et Albert Serra les a quand même filmés, c'est ça qui est passionnant, et du coup la scène de compétition de surf qu'on voit dans le film a été tournée complètement illégalement. Mais ce qui fait que c'est quelque chose qui aurait jamais pu être prévu. C'est quelque chose qui aurait jamais pu être prévu avec un film, avec un scénario pensé de A à Z, avec storyboardé, réfléchi, et justement dans un cadre qui enlève toute forme de vie au moment du tournage. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette scène est dingue en fait. Ouais, c'est que, elle t'agrippe, genre le son est incroyable. Le son est incroyable. Et tu vois la caméra, en fait. Ouais c'est ça, tu vois la caméra qui est sur un bateau et tu vois vraiment les vagues qui soulèvent la caméra. Du coup on sent la matière. Ouais, on sent la matière, c'est exactement. ça. Et voilà. Autre anecdote par exemple. Du coup, le costume blanc que porte Benoît Magimel, donc de roller, pendant tout le film. Petit costume colonialiste. Exactement. Du coup, a été designé par Albert Serra lui-même et un tailleur. Donc on en revient quand même toujours le réalisateur qui fait plus ou moins tout, parce que c'est un artiste, on le rappelle. Et sauf que Benoît Magimel, il a grossi. Il a pris du poids, ouais. Voilà, il a grossi avant le tournage. Mais plutôt que de vouloir rechanger, etc., Serra lui a dit... tu sais quoi, tu vas garder ton costume trop gros. Tu t'adaptes, parce que, encore une fois, dans la vraie vie, ce personnage, s'il avait grossi, il aurait eu un costume trop petit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Magimel, donc dans le film, a un costume trop petit. Ouais. On rappelle, encore une fois, tous les aléas, toutes les petites choses comme ça du quotidien qui peuvent venir toucher la moelle du film. Alors, le film final n'en sera que plus beau. Exactement. Et on pourrait en parler longtemps de ce film. Oui, on aurait pu faire un épisode entier là-dessus, mais on vous recommande Pacifiction, et on vous recommande tout le cinéma d'Albert Serra. Tout le cinéma d'Albert Serra. Exactement. Puisque là, du coup, le nouveau film d'Albert Serra après Pacifiction, c'est du coup justement Tardes de Soledad, et du coup c'est l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Et donc grosse intro d'une demi-heure pour en arriver enfin à notre sujet, donc Tardes de Soledad. Ouais, on va parler de la jeunesse du film. Exactement, donc film sorti donc là cette année, en début d'année comme on a dit. Tardes de Soledad veut dire après-midi de solitude au pluriel. Ouais. Et je trouve déjà que ça définit vraiment bien le film en fait. C'est un titre de fou, et du coup c'est un film qui parle de la corrida. Sachant que à la base, ce film, Serra, il n'avait pas vraiment d'idée précise de ce qu'il voulait filmer, parce que la corrida, c'est quelque chose dont il en a un peu rien à foutre en fait de la corrida. Il n'est pas super fan. Il trouve que c'est un peu trop violent, que c'est ennuyeux. Alors il a vu des spectacles de corrida quand il était jeune. Voilà, son père l'emmenait voir quand il était enfant, et il a côtoyé plusieurs toreros quand il était jeune aussi, mais globalement voilà, il s'en foutait un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est que en fait pour Serra, la corrida c'est quelque chose qui fait partie de la culture espagnole, parce que c'est vrai, c'est vraiment inhérent au sein de la culture espagnole. Mais ça l'a jamais tant marqué, il s'en est toujours un peu foutu, il s'en fout quoi. Il est pas retourné voir de corrida depuis sa jeunesse, et il va se lier d'amitié avec un impresario d'un torero à la retraite, un torero qui s'appelait José Thomas. José. Ça va du coup lui donner envie en fait de faire un film en collaboration avec l'université de Barcelone, de suivre un petit peu un torero pendant, mais encore une fois il n'avait pas vraiment d'idée précise à l'époque. Il était donc en conférence en fait à l'université de Barcelone du coup pour parler un peu de son potentiel projet. Par rapport à la corrida tout ça. Et il se figure que dans la salle il y avait Frédéric Wiseman. Voilà. Donc on ne présente plus, qui est le roi des documentaristes. Je pense qu'on peut le nommer comme ça. Bien sûr. Ce cher Fred. Et du coup après ils ont mangé ensemble, donc avec l'impresario et Frédéric Wiseman. Et ils ont un peu du coup discuté tout ça du projet. Serra est parti un peu plus tôt, et c'est là que Wiseman
Wiseman a dit à José Tomás, tu vois son projet qu'il a là, s'il a ce petit genou, il le fait pas, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Et Serra, quand il a appris ça, il s'est dit, en vrai, c'est bon, je m'y mets. Ouais, c'est à moi de le faire. Exactement. Voilà. Et c'est à partir de là, du coup, que va se lancer le projet où ils vont donc tous ensemble, avec son équipe, décider de suivre Andrés Rocarrey, donc comme on l'a dit, qui est déjà à l'époque, au début du tournage, considéré comme la plus grande star de la corrida contemporaine. Et du coup, ils vont le suivre pendant plusieurs mois lors d'une tournée dans les plus grandes arènes d'Espagne. Ouais. Je crois qu'il y a on voit alors, je sais qu'il y a une arène qui est en dehors de l'Espagne, mais on sait pas vraiment où c'est. Ouais, je me demande si c'est pas au Pérou, enfin bref, on sait pas alors, trop, mais... Au Pérou, c'est interdit la corrida, ouais. Donc c'est compliqué. Oui, je sais plus. Enfin bref, ils vont le suivre pendant plusieurs mois, à chaque fois, donc ils vont suivre la vie du torero, quoi, tout simplement. Mais du coup, la corrida, bon, c'est vrai que... Tu peux nous faire un petit topo sur la corrida? Petit topo sur la corrida, bien sûr. Alors, t'as un peu révisé, t'as fait tes devoirs. Nous, on est totalement neutre par rapport à la corrida, parce que moi, à titre personnel... je crois même que j'avais jamais vu de corrida en entier. J'avais jamais vu réellement de corrida avant de voir Tardes de Soledad. Toi, je sais que... J'en ai vu il y a longtemps, mais même je me rappelle pas. Et, honnêtement, c'est toujours un milieu auquel j'ai été vraiment éloigné. Honnêtement, je m'en fous un peu. Honnêtement, on n'a pas de connaissance de la corrida. Mais du coup, en fait, c'est... grosso modo, c'est l'affrontement contre des taureaux dans des arènes. Oui. Ça, c'est résumé de manière un petit peu triviale. Maintenant, on va résumer ça un peu mieux que ça. Ouais, c'est quelque chose qui date apparemment de l'Antiquité. Donc, c'était déjà une pratique qui était assez courante chez les Romains et chez les Ibères. C'est en fait à partir du Moyen-Âge, donc en Espagne, que ces combats donc, contre les taureaux vont devenir des spectacles de nobles en fait. Ça va être vraiment le public d'une corrida, c'est un public noble, et ça va être des chevaliers qui vont affronter les taureaux. Alors au début pas à pied, à cheval, donc ça va servir un petit peu à démontrer leur bravoure. Et en fait c'est à partir du XVIIIe siècle que la pratique se transforme, et que du coup les nobles abandonnent les arènes et que ça va vraiment devenir un peu un spectacle du peuple entre guillemets, et c'est à partir de là aussi que va commencer à y avoir des combats à pied en fait, donc c'est en gros la naissance de la corrida moderne, centrée exclusivement autour de la figure du matador. Parce que du coup on dit torero, mais en gros torero, ça serait plus toreros. C'est les toreros, en gros, au pluriel, c'est toute cette équipe, en fait. On va le voir, il y a plusieurs rôles dans la corrida, mais le matador, donc là, par exemple, dans le film, en l'occurrence, Andrés Rocarrey, c'est la personne centrale, en fait. Parce que du coup, la corrida, elle se structure en 3 tercios, comme on appelle, donc 3 temps. On a du coup le paseo, donc qui est le défilé d'entrée des toreros, donc comme je l'ai dit, il y a le matador, il y a les banderileros, désolé, il y a les picadors, donc tout ça, ils vont du coup rentrer dans l'arène, saluer le public, voilà, machin, normal quoi. Ensuite, on a la lidia, donc qui est le combat du taureau, qui là, pareil, est divisé en 3 tercios. Donc le premier tercio, c'est le tercio des varas, donc le tercio des piques. C'est en gros le taureau qui rentre dans l'arène, le matador observe son comportement, et les picadors à cheval piquent le taureau pour tester sa bravoure et diminuer sa force, puisque évidemment c'est pas un combat qui a égalité du tout, hein. Exactement. Mais de toute façon, en vrai, tu fous un taureau à pleine balle contre un homme, le mec meurt, y a pas photo. C'est le taureau qui gagne, évidemment. Et disons que l'homme a quand même vraiment tendance à faire gagner lui-même, on va pas se le gâcher. Ouais. Donc oui, c'est un combat. C'est un combat qui est peut-être noble, mais c'est un combat qui est pas égal. Exactement. Sachant qu'en plus, il y a le deuxième tercio, donc qui est le tercio des bandireyas. Putain, j'arrive pas. Bonne chance. Du coup, c'est les bandireleros qui plantent 3 c'est des harpons en gros. C'est des banderilles, ça s'appelle des banderilles. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais pas envie de retenter. Non, t'inquiète. Ils plantent du coup ces 3 harpons dans le dos du taureau pour
à la fois dynamiser le taureau et, comme on l'a dit, équilibrer, entre guillemets, la suite du combat. Et enfin, du coup, on a le troisième tercio, donc qui est le tercio de la muerte, donc le tercio de la mort, où le matador revient seul dans l'arène avec la muleta, donc c'est la petite cape rouge, et l'épée. Et du coup, il va exécuter une série de passes de manière un petit peu gracieuse, jusqu'à finalement tenter de tuer le taureau d'un coup d'épée dans l'échine, je crois. Donc voilà, et puis ensuite il y a la fin avec le trophée, et en gros, si le public est satisfait, il peut demander donc au président de l'arène d'accorder des trophées au matador. Donc ça peut être par exemple, comme on le voit à un moment dans le film, les 2 oreilles du taureau. Donc voilà, grosso modo ça se déroule un petit peu comme ça. Donc c'est un spectacle sanglant. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que maintenant, du coup, pour parler un peu historiquement de la corrida, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose sur lequel on est pas mal revenu. C'est quelque chose qui a beaucoup moins comment dire, bon œil qu'à l'époque. Ouais, en fait. bien sûr. Voilà, parce qu'évidemment, l'époque a changé, tout ça. Et je veux dire, même par exemple, vis-à-vis de l'art, quand ce film-là a été annoncé, les gens, et c'est tout à fait noble évidemment, voulaient directement que le film aille dans cet aspect de dénonciation vis-à-vis de la corrida. Voilà, pour avoir vraiment un sens moral et un sens vertueux. Dans l'art, ça n'a pas toujours été le cas. J'en sais rien, je sais que par exemple, Prosper Mérimée a énormément écrit sur la corrida. Même, c'est quelque chose qui a été accolé, on va dire, à la littérature espagnole pendant plusieurs siècles. Et c'est toujours compliqué, en fait, quand on parle de corrida. À quel point, justement, on va mettre un jugement... Mettre en opposition la tradition et l'aspect moral. L'aspect moral, de la mort, souffrance animale. C'est ça, bien sûr. Parce que la corrida, c'est donc l'art de la tauromachie. C'est quelque chose qui est pas présent qu'en Espagne. Par exemple, c'est interdit en Amérique du Sud dans certains pays comme au Brésil, en Argentine ou encore au Chili. C'est interdit, mais il y a quelques exceptions au niveau local dans certains pays, comme c'est le cas en France par exemple, donc, où c'est interdit de manière générale, mais c'est autorisé donc, dans les régions du sud de la France, donc près de la Catalogne. Il y a des interdictions, il y a la tauromachie sans mise à mort dans l'arène, qui est, là c'est présent... En Chine, je crois, non ? Alors non, en Chine, non, c'est au Canada et aux États-Unis, où là, il n'y a pas de mise à mort dans l'arène. Par contre, la tauromachie avec mise à mort dans l'arène est légale dans certains pays, comme tu l'as dit, la Chine, l'Espagne, du coup. Et j'ai dit une bêtise avant, le Pérou, là-bas c'est autorisé totalement. Je me disais bien. Je me suis trompé. La Colombie aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, ça bouge beaucoup, on va dire, au niveau des lois, des interdictions, tout ça. Donc c'est un sujet qui fait énormément de débat, quoi, aujourd'hui encore. Bien sûr. Du coup, évidemment, vu que ça fait débat et que c'est toujours compliqué justement de filmer la corrida, on va s'intéresser à comment est-ce que le film a été tourné. C'est une transition toute donnée. Mais du coup, si je peux rapidement faire... on l'a déjà fait, le synopsis globalement du film, c'est compliqué d'en faire un, parce qu'en gros, c'est Albert Serra qui va suivre Andrés Rocarrey, et on va vraiment être plongé dans une expérience intime dans la vie du torero, donc dans une vie de combat et de solitude que Serra va nous montrer à travers sa caméra. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, donc, le film fait 2 heures, et en fait, tout au long des 2 heures, on va alterner entre 3 cadres. Il y a les scènes de corrida, donc, qui sont les scènes de tauromachie. On aura donc les scènes dans le van, qui conduisent donc, du coup, Rocarrey et son équipe du coup, de la corrida à l'hôtel, et on aura donc les scènes de préparation à l'hôtel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pas beaucoup, 2-3 je crois. On va du coup alterner en fait entre ces 3 points de vue, avec donc aucun point d'accroche temporel. On ne sait pas sur combien de temps ça se passe, parce qu'on se doute bien que nous, au niveau du tournage, ça s'est écoulé sur plusieurs mois. Ouais. On ne connaît pas même tout à fait les lieux, on ne comprend pas trop où ça se passe. C'est ça, parce que y a une manière... tout le film est centré sur Andrés. Il est au centre de l'image absolument tout le temps. Exactement. Sauf quand on va filmer le taureau.
Oui, parce que c'est une chose qu'on peut dire, c'est que le film commence en montrant le taureau. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et c'est quelque chose qui a été un peu interprété comme ah bah du coup Albert Serra il prend le parti du taureau. Il prend le parti de dénoncer la corrida. C'est ce que les gens ont pensé en fait avec cette scène d'intro. Au final c'est pas vraiment le cas. Au final il filme plus un duel de regard en fait, parce que je crois que la scène juste après c'est une scène de Andrés dans le van. Où du coup il y a Andrés qui est au même endroit dans l'image en train de faire en fait un regard tout aussi puissant en fait. Puis en plus on finit le film sur Andrés, donc exactement. Voilà, pour moi c'est pas vraiment du coup un point de vue c'est pas vraiment du coup un choix pour pouvoir épouser le point de vue du taureau, mais beaucoup plus pour mettre à égalité du coup Recarey, Andrés et le taureau. C'est que du coup c'est directement Serra qui dit que c'est les deux personnages principaux, et en fait on va rentrer quelque part dans le film en les mettant exactement sur un pied d'égalité, parce qu'ils sont filmés de la même manière, et ils sont vraiment et il y a vraiment une sorte de ballet dansant qui va se mettre en place. En fait, il crée vraiment une bulle d'intimité entre les deux personnages, au point où le public n'existe plus, puisque on voit jamais on voit vite fait le public, mais s'il y a un plan, mais à un moment on voit 2-3 spectateurs en fond, mais on voit jamais l'arène en entier, le public en entier. On est toujours dans l'arène, limite en fait on a l'impression d'être au milieu du désert avec un mec qui combat un taureau. Enfin, globalement c'est ça l'impression qu'on a. Et du coup en fait c'est en utilisant ce procédé là du coup comme j'ai dit de créer une bulle d'intimité, en fait c'est le public de la salle de cinéma qui devient le spectateur de cette tension entre l'homme et l'animal. C'est lui qui a une place privilégiée par rapport à ce qu'on voit du coup à l'écran. Ouais, c'est ça exactement. Le spectateur, donc, et c'est tout le propre du cinéma et du documentaire, donc le spectateur va vraiment entrer dans cette spirale et dans ce conflit. Donc ce conflit à sens unique, évidemment, mais ce conflit, au sens conflictuel, en fait, au sens propre du terme, quoi, entre donc, le taureau et Andrés. Le processus du tournage, c'est quelque chose qui est vraiment trop intéressant, parce que, un peu à la manière de Pacifiction, c'était tourné avec 3 caméras du coup autonomes. Ouais, 3 ou 4, ça dépend des arènes en fait. C'est ça. Il y a des arènes plus grandes où ils avaient 4 caméras quoi. Et en gros qui étaient dispersées dans l'arène, au milieu du public quoi en gros, ou des fois parfois en bord de terrain, ou pour du coup être au plus proche de l'action quoi. C'est ça, au plus proche de l'action, et donc les 3 ou 4 caméras en fonction des jours avaient donc des prises extrêmement longues, qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs heures. Ouais. C'était le but, avec donc aucune intervention de la part de l'équipe technique, donc équipe très réduite, donc il y avait quand il y a 4 caméras, il y avait 4 opérateurs et voilà. Même pas d'assistant cam, je sais plus. OK. Non, voilà, il y a 4 opérateurs et donc avec aucune intervention, aucune communication avec les acteurs. Bon, vous voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains parce que c'est un documentaire, mais ils sont filmés comme des acteurs de fiction. Bien sûr. On est toujours sur cette limite. On va y revenir après sur les personnages. Bien sûr, évidemment. Donc voilà, du coup, aucune. On est vraiment en fait sur une communication. Une œuvre d'art un peu autonome entre guillemets, mais bien sûr. Qui fonctionne toute seule. Et au niveau du son, ils ont cousu des micros HF dans les vêtements de Andrés. Donc je sais plus c'est quoi le nom de la tenue du Matador. J'ai pas le nom. Je m'étais renseigné pourtant. Mais du coup voilà, c'était un moyen d'être au plus près des corps et surtout au plus près de la respiration de Andrés et du taureau. Parce que ça c'est pareil, on l'a pas dit, mais le film commence sur un plan du taureau, mais le film commence surtout sur une musique, mais aussi sur la respiration du taureau. Et c'est déjà un élément qui apporte une certaine tension quoi dans l'œuvre. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment du coup un aspect vraiment sensuel en fait, vraiment vraiment hypnotique je trouve, et qui est d'autant plus appuyé par cette notion un peu de répétition, parce que le film est extrêmement répétitif. Donc c'est une structure de tauromachie dans le van
à l'hôtel, Et on sait, sur le van Tourmachi. on sait pas trop, comme tu l'as dit, la temporalité est complètement éclatée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit les scènes dans le van, il y a des fois on comprend que c'est après un duel, mais on sait pas si c'est après le duel qu'on a vu. Sachant que, par exemple, il le dit Albert Serra dans un entretien, c'est que le combat qu'on voit au tout début, donc dans la première arène, à la base, c'est le dernier combat qu'ils ont filmé. Et à l'inverse, le dernier combat qu'on voit dans le film, c'est le premier combat, le combat où C'est ça. il galère un peu, Andrés. Bien sûr. Et c'est ça du coup toute la force du film, c'est que grâce à son montage, en fait, il peut en faire un, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais un vrai film de cinéma, quoi. Ouais. Et c'est tout le propre justement du coup du cinéma documentaire. C'est pour ça que la notion comment dire, d'opposition entre documentaire et fiction, elle n'a pas lieu en fait, parce que là, c'est tout un processus documentaire, mais le film à la fin, si on ne dit pas que c'est un documentaire, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et c'est toute la magie, je trouve, du coup, de ce film et en général du cinéma d'Albert Serra. C'est vraiment un film où il y a un regard esthétique sur la réalité. Je donne un exemple, c'est quand ils sont dans le van, Serra, il a rajouté des lumières dans le van. Et puis, alors, je crois que j'avais lu son explication, c'est juste, ça faisait un petit peu comme un vaisseau spatial. C'est ce qu'il disait. Mais en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que en fait, on a l'impression d'être. Ça crée, encore une fois, ça renforce un petit peu cette bulle d'intimité qui crée entre le spectateur et les personnages du coup de son film. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce regard esthétique sur le film de manière générale, sur la corrida aussi, parce que c'est ça qui l'intéresse, Albert Serra. C'est pas la corrida en elle-même, c'est l'esthétisme de la corrida en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre la corrida, ça reste un spectacle qui est fascinant en fait à voir. Et cette fascination, le film le retranscrit parfaitement à l'image. Exactement. J'ai une assez longue citation, mais j'ai une citation du coup d'Albert Serra, donc extrait d'un entretien que je vais vous lire ici en entier. Est-ce que tu vas le faire avec l'accent espagnol ? Non, on va pas se risquer à ça, on n'est pas tombé aussi bas. Donc il parle de Tardes de Soledad. Ici c'est un documentaire, mais c'est un peu comme Pacifiction. Il y a de l'artifice de partout. Les décors, les costumes, tout ça apporte déjà de l'artifice. Les rituels, c'est par définition de l'artifice. C'est une espèce de représentation. C'est déjà de la mise en scène qui nécessite un respect précis. C'est déjà de la conscience de soi. Chaque rituel est évidemment une représentation. Et en même temps, tout est transi de vérité. C'est la vérité de la vie et de la mort. Et je n'ai évidemment pas évité toutes ces images de violence. Je ne me les suis pas épargnées, mais j'ai essayé de trouver l'équilibre. Parce que sinon, ça aurait été un peu expressionniste. Je voulais trouver un équilibre entre le respect du rituel et la violence du risque encouru, afin de ne pas tomber dans la partialité. Je pense que le résultat donne une image assez objective de la corrida. Au final, je trouve que le film a trouvé un équilibre naturel. Après tout, c'est un documentaire. Cette citation, je la trouve dingue en fait. Parce qu'elle ça résume absolument tout le film en ouais. fait, exactement. Ça résume absolument tout le film en fait. Et tout son cinéma, et toute la personne qu'est Albert Serra, et encore plus sa manière en fait d'envisager le cinéma quoi. On peut parler maintenant des personnages, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on a évoqué un petit peu la forme, mais parler du personnage central, enfin un des personnages centraux avec le taureau de ce film, c'est Andrés Rocarell. Et bordel, quel personnage incroyablement fascinant en fait. Bien sûr. C'est un mec qui apporte au film une tension constante, je trouve, parce que c'est un personnage qui est totalement stoïque, qui est totalement froid, mais on sent en fait à travers son regard, à travers la façon qu'il a de bouger, la façon qu'il a de regarder les choses, la façon aussi qu'il a de parler, sachant que Dieu sait qu'il n'a pas beaucoup de dialogue dans le film. En fait, on sent vraiment un mec qui est touché par une profonde solitude et que Serra va à chaque instant capter. Il va vraiment capter cette solitude parce que il le dit lui-même, Serra, la vie du torero,
pourquoi il a choisi de pas... Il aurait pu par exemple faire un documentaire classique en mode je vais montrer un petit peu la vie de famille de ce mec, genre parce que je me doute que ce mec il a une famille, je vais montrer ce qu'il fait à côté de la corrida, voilà ses passions et tout ça, enfin, mais au final non, il le montre pas parce qu'il le dit lui-même, c'est comme tous les sportifs de haut niveau, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui vit uniquement pour sa pratique en fait. C'est le mec se réveille le matin, il se prépare, il va dans l'arène, il passe un moment en tête à tête avec le taureau, il rentre dans le van, il rentre à l'hôtel et ça recommence encore et toujours. Pour lui, c'est ça en fait la vie du torero, et c'est ce qui explique pourquoi ce film a cette structure si particulière en fait, qui change par rapport à un documentaire classique. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et du coup, tu parlais justement de l'interprétation de Rocaille, parce qu'on peut parler d'interprétation, mais là où c'est fou justement, c'est que c'est pas du jeu. Ouais. C'est le personnage du coup de Rocaille, de Andrés, est vraiment comme ça en fait dans la vraie vie, et c'est pour ça que... Il n'y a aucun acteur au monde qui peut jouer Andrés Rocaille. Il y a aucun acteur au monde qui peut jouer Andrés, à part Andrés lui-même, et c'est ce que Serra a bien compris. C'est pour ça donc pour lui, en fait, la caméra doit surtout pas oppresser l'acteur, parce que c'est quelque chose qu'on a au cinéma. C'est un acteur qui, devant une caméra, va aller forcément à la course au prix, à la course à l'Oscar. Oh là là, c'est un grand acteur, qu'est-ce qu'il joue bien. Ouais, mais non, faut pas jouer. Tu vois, c'est ça le truc. En fait, l'acteur vit pour la caméra. Exactement. Or, la caméra, elle est censée, comme tu l'as dit, elle est pas censée oppresser l'acteur, elle est censée surveiller le mec. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'elle fait, la caméra. Quand on a cette petite caméra dans le van placée juste devant Andrés, elle le surveille. Et moi, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le film, c'est que des fois, il regarde la cam. Déjà, ça, je trouve ça fou, parce que à aucun moment, du coup, Albert Serra est venu me voir et dit bon mec, par contre, là, je mets la cam là, mais tu regardes pas la cam, comme on ferait traditionnellement avec un acteur. Là, il a dû lui dire tu fais ce que tu veux. Et du coup, à certains moments, il regarde la cam. Et encore plus, du coup, Serra l'a gardé, parce que sur 500 heures de rush, pour au final faire un film de 2 heures. Mais pourquoi il l'a gardé ? Parce que moi, c'est ma théorie, c'est que il y a son reflet dans la cam. Et du coup, pourquoi il regarde la cam ? C'est pour se voir lui-même, en fait. Parce que c'est un personnage qui est... on le comprend, on le ressent, qui est... qui s'aime beaucoup. Oui, voilà, on va dire. Il prend soin de lui, qui est très dans le paraître, bien sûr. Il est très dans le paraître, il regarde tout le temps son reflet, il se recoiffe tout le temps. Et du coup, ces moments où il regarde la cam deviennent en fait des moments où juste il se mate, quoi. Et, et je trouve ça trop bien d'avoir gardé ça et d'avoir... Et c'est là tout le naturel, en fait, de la situation. C'est ça, et disons que dans les contes grecs, on avait Narcisse qui se regardait dans le reflet de l'eau. Là, Serra, je trouve qu'il a réussi à voir Andrés qui se regarde dans le reflet de la caméra. Est-ce que finalement, ça serait pas ça l'apogée du cinéma ? Moi, je me pose la question. C'est vrai. Et puis, c'est aussi quelque chose qui montre que ce mec est profondément seul, en fait, parce que c'est un peu la manière d'être des personnes qui sont seules, en fait. Ils sont tout le temps ils veulent tout le temps être dans le paraître, ils veulent tout le temps être bien coiffés, tout ça. Donc c'est ce qui, pour moi, cette manière d'être qu'il a dans le film, ça montre sa réelle solitude, en fait. C'est ça. Et on le répète encore une fois, mais c'est d'autant plus fort que rien de tout ça n'était pensé en amont, en fait. Et tout ça, toutes ces images, au sens, toutes ces images, quoi, ressortent d'une manière naturelle. Et c'est pour ça que le film est aussi touchant, c'est pour ça que le film est aussi marquant. Parce que tout ça, en fait, c'est quelque chose, justement, qui est là de lui-même, qui est là qui est là même, du coup, de la volonté de la vie elle-même, si on peut dire ça, tu vois. Albert Serra, il a uniquement une volonté de créer une image, il a aucune volonté, du coup, de capter tout ça d'une manière arbitraire. On est du coup à l'opposé du contrôle, on est à l'opposé d'une volonté de contrôle, comme on a dit, d'une volonté de puissance même, pour vraiment garder en fait un cinéma qui est extrêmement vitaliste. Mais c'est vrai qu'en plus on s'est un peu posé la question quand on a rematé le film, on s'est dit mais à quel point vu que c'est quelqu'un qui est très égocentrique, à quel point il est conscient qu'il est tout le temps filmé. Et du coup,
Bah, moi, personnellement, j'ai regardé des combats, des vrais combats de Andrés Rocarey qui sont disponibles sur YouTube, quoi. Ouais. Et, Tapez Andrés Rocarey, ouais. Corrida sur YouTube, il y en a 10 000. et en fait, sa manière d'être est la même, en fait, sa manière de bouger et tout ça. Après, bon, je pense que quand t'es dans une arène seul contre un taureau qui veut te buter, je pense que tu fais pas trop gaffe à la caméra. Genre, t'es pas, même, t'as beau être le mec le plus égocentrique du monde, tu te dis pas, ah putain, c'est vrai que je suis filmé là par C'est Albert vrai. Serra. Genre, mais du coup, enfin, vraiment, il a la même manière de bouger, la même manière de se mouvoir. Ça, c'est pareil, je trouve ça, c'est ce qui fascine aussi, c'est, tu sais, ces petites mimiques. La manière qu'il a de faire ses petits pas chassés de côté et tout ça. Alors, ça a du sens parce que dans la corrida, on pensait aussi au début que le taureau il est excité par le rouge. Or, c'est pas le cas. Le taureau il voit en noir et blanc. En fait, il est excité par le mouvement. Ce qui explique pourquoi ils utilisent une cape ample et tout ça. Et ce qui explique aussi le fait que les matadors ils font des petits mouvements très légers quand ils bougent pour pas faire des mouvements trop brusques parce que sinon le taureau il fonce pas dans la cape, il fonce sur eux quoi. Et donc ça c'était l'explication. Voilà l'explication rationnelle. Oui, voilà l'expression vraiment littérale Voilà. avec la science. Mais comment c'est montré par Albert Serra, c'est fascinant. En C'est plus, ça. tu rajoutes ce visage, c'est-à-dire que Andrés, à chaque fois qu'il rentre dans l'arène, tu le vois, genre quand il est à l'extérieur de l'arène, tu sais, il a un peu ce côté, tu sais, tout garçon tout mignon, il est tout gentil, il a l'air genre on dirait un mec qui sort d'un boys band quoi des années 90 et genre dès qu'il rentre dans l'arène, ça devient une bête. Genre c'est la Il bête devient animal, hein, ouais, c'est ça, ouais. c'est pas un combat d'un homme contre un animal, c'est une bête contre un animal parce que c'est vraiment la manière qu'il a de regarder le taureau et donc de regarder la cam quand on a des fois le point de vue entre guillemets du taureau. Je trouve ça vraiment comme dans Pacifiction, on l'avait dit, ces moments où d'un coup Albert Serra, il attrape le spectateur et t'es là devant la scène, t'es en mode, t'es aspiré par le film. Bah là, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a encore plus de scènes comme ça, je trouve. C'est ça. Et ouais, le personnage de Rocarey, c'est un personnage, c'est un corps qui est fascinant. C'est un corps qui est fascinant parce qu'au début du film, on est incapable de lui donner un âge. Honnêtement, moi qui ne le connaissais pas avant de voir le documentaire, est-ce qu'il a 25 ans? Est-ce qu'il en a 40? On sait pas trop en fait. C'est un corps donc qui est constamment en fait en mouvement, c'est un corps qui est en roue libre. Il a 28 en fait. ans. 28 ans, ouais. Voilà. Et donc voilà, comme je disais, du coup, c'est un corps en fait qui est constamment en roue libre et qui n'a aucune emprise en fait. Enfin, Serra n'avait aucune emprise sur Rocarey. Et du coup, c'est d'autant plus fascinant à regarder en fait parce que on ne sait pas quelle mimique il va faire, on ne sait pas de quelle manière il va se passer la main dans les cheveux, on ne connaît pas tout ça. Il n'y a rien de ça qu'on a déjà vu avant au cinéma. Du coup, ce qui rend chaque plan nouveau, en fait. Chaque plan nouveau, chaque plan unique, et donc dans les critiques négatives un peu qui ont un peu été faites au film, c'est ouais, le film est chiant, le film est ultra répétitif. Oui, il est répétitif. Sur la forme. Sur la forme, mais est-ce que déjà, de un, est-ce que c'est un mal en soi? On peut se poser la question, hein, bien sûr, évidemment. Et surtout, absolument pas, quoi. Parce que, entre deux scènes dans le van, il va y avoir 15 000 choses différentes qui vont se dérouler pendant cette scène-là. Rien que dans la manière dont il va regarder la caméra, comme on dit, la manière dont il va se passer la main dans les cheveux. Il y a un de ses potes, à un moment, qui est en arrière-plan, qui a les larmes aux yeux, et à aucun moment on sait pourquoi. Ouais. La manière dont, du coup, tous les personnages autour de lui parlent, même on comprend pas trop ce qu'ils disent, tout ça. Et il y a ce côté où justement le film se renouvelle à chaque minute. Et je dis bien minute. Parce que comme on est donc dans un cinéma qui représente la vraie vie, enfin la vie au sens noble, du coup la vie elle est pas prévisible en fait. Et ça en fait un super moment de cinéma, je trouve. Ouais. Tu le disais, il est entouré de personnes. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit... Ouais. Que des hommes. Depuis tout à l'heure, on dit qu'il est seul, mais il est seul dans sa tête, mais en réalité... Ouais. 90% du temps. Ouais, mais en réalité, il est tout le temps entouré. C'est-à-dire que, en fait, il est... donc, c'est ce qu'on appelle la quadrilla. Donc, en gros, c'est
c'est les assistants du matador en fait, et c'est eux-mêmes des matadors, mais qui ont pas réussi leur carrière en fait, qui ont pas le niveau qu'ils auraient voulu avoir. C'est les matadors qui sont en Ligue 2 quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est comme si t'avais Ronaldo et que genre t'avais Valère Germain qui lui rapportait de l'eau quand il... Désolé Valère Germain. Oh, les métaphores de foot pendant cet épisode, c'est du grandiose. Hein. Mais du coup, ouais, en fait, c'est ce qui rend ces personnages ils sont fascinants, ces personnages, parce que ils sont jamais au centre de l'image. À chaque fois qu'on voit Andrei avec eux, c'est Andrei qui est toujours au centre de l'image, mais tu les vois du coup tout autour, et tu les vois qui genre ils vouent une admiration et une dévotion absolue à Andrés. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression en fait que c'est genre le maître et ses apôtres en fait, c'est Jésus et ses apôtres. Genre toutes les scènes où ils sont dans le van, c'est trop bien parce que genre tu vois un mec à droite, tu vois 2 mecs dans le fond, tu vois même, et ça c'est trop bien, tu vois même le reflet d'un gars dans la vitre. Du coup, ça permet à Albert Serra de rester focus sur Serra, mais de rajouter un personnage. Sur Andrés. Oui, sur Andrés, pardon, de rester focus sur lui, mais en plus de ça, du coup, de rajouter un personnage que tu ne vois pas à l'image, mais que tu vois par le biais d'un reflet. Du coup, ça renforce un petit peu ce côté, le mec est entouré de partout, et c'est trop bien. Et tu vois tout le temps en fait leurs réactions, et ils sont tout le temps là. Les dialogues dans ce film, c'est un peu comme dans Pacifiction, ils servent à rien. Genre, ils servent pas à rien, non. Ils disent rien en gros, les personnages. Ils sont tout le temps là, ils disent des choses, tu comprends pas. Genre parce que du coup on te remet jamais dans le contexte de la corrida, on t'explique jamais comment fonctionne la corrida. Genre là, si je m'étais pas renseigné avant, même après avoir vu le film 2 fois, genre j'aurais pas su comment fonctionne la corrida. On te l'explique pas, mais du coup tu comprends pas ce que disent les personnages. Et puis à côté de ça, ils sont tout le temps en train de, après les combats, de littéralement, il le suce quoi, Andrés, genre c'est... Littéralement, parce que le mot qu'on entend plus dans le film, c'est le mot cojones. Ouais, donc c'est couille. Couille, exactement. Voilà. Testicule, pardon. Soyons courtois. Mais du coup, ils sont tout le temps en train de lui dire t'es trop fort, ouais, j'aimerais trop être toi, ouais, comment t'es vraiment, genre tu l'as... C'est une figure divine, quoi. Ouais, voilà. Le mec c'est Dieu, et en même temps... C'est un mec... C'est pas Dieu, c'est un mec possédé par Dieu. Exactement, c'est ça. Encore une fois, on revient à la captation du regard, de ses mouvements et tout ça. Il est possédé en fait quand il combat. Il est complètement... tu sais, les gens sont transcendés par lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec est une instance de vie, de mort, de tout. Le mec est une instance à lui-même, quoi. Voilà. Mais je trouve ça intéressant le fait qu'il aurait pu, parce que j'ose imaginer que c'est un mec qui a des fans en Espagne, il doit être adulé quoi. Encore une fois, c'est le Mbappé de la corrida. Ouais, voilà. Tu vois, et puis surtout par, je pense, les meufs, parce que il est quand même plutôt beau gosse, je pense, à mon avis. Il doit. La seule fois dans le film, on le voit dans un espèce de photocall quoi, genre il prend une photo avec une fan, c'est avec une femme en fait, et je trouve ça intéressant le fait que Albert Serra il a dû avoir plus de scènes comme ça où il est avec ses fans et tout ça, mais il en a mis qu'une, et toutes les autres scènes où des personnages vouent une admiration à lui, c'est pas des fans, c'est ses assistants. Je trouve ça intéressant. Et surtout, pour prendre du coup le contre-pied de ça, tous les personnages qui lui vouent une admiration, c'est que des personnages masculins. Ouais. Et qui le complimentent sur sa propre virilité. Exactement. Ça, pareil, c'est pas anodin, tu vois. Du coup, il y a un côté homo-érotique qui se dégage du film. Complètement. Non, mais évidemment. Et encore une fois, même dans leur tenue, je veux dire, une scène qui a été beaucoup remarquée, c'est la scène où du coup il se change, où du coup il s'habille en du coup il s'habille en toréador, qui est une scène assez longue. On le voit vraiment du coup en train de s'habiller. Et voilà. Il est à poil. On voit sa bite, genre. On va se faire censurer, je crois. Mais oui. Et évidemment, du coup, il y a ce côté, du coup, même le rapport qu'entretient le film avec le corps masculin, qui est, comme tu disais, du coup, extrêmement homo-érotique, évidemment, parce que c'est des personnages qui sont assez efféminés, qui sont, encore une fois, même énormément dans le paraître. Il est grand, je crois il mesure 1m86. C'est une montagne. Enfin, il est immense, mais très fin. Ouais. Du coup, il a vraiment un corps, comme tu l'as dit avant, assez particulier. Bien sûr. Et
toujours encore fascinant à filmer, évidemment. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que quand il le filme contre le taureau dans l'arène, il le met toujours à hauteur du taureau, malgré le fait qu'il soit grand. Les deux sont mis sur le même pied d'égalité. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, ce jeu un petit peu avec la focale. Mais c'est vrai que, genre, pour revenir à la quadrilla, du coup, à ces personnages-là, c'est pareil, ça, c'est des personnages, genre, aucun acteur au monde pourrait jouer ça, en fait. Et puis, genre, tu sais, il y a des petites mimiques comme ça dans le film, genre pour revenir à ce côté un peu homo-érotique, genre, des fois, on le voit. Des fois, on voit certains lâcher des regards un petit peu bizarres. Des fois, lui, on le voit, il y a une scène dans le van où il se lèche les lèvres et tout ça. Enfin, il y a un truc qui se dégage. Il y a un truc, du coup, du rapport à la sensualité aussi, bien sûr, dans le film, évidemment. Il y a quelque chose, c'est que tous les commentaires que tous les personnages font sont toujours dans l'excès. Ouais. Il y a ce côté où même ces mots-là sont une mise en scène, en fait, sont de l'ordre du fictionnel quasiment. Toutes les insultes qu'il lance au taureau, je veux dire, le taureau a subi des insultes. Honnêtement, je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi dans ce film. Il y a même quand il l'insulte, quand il complimente Andrés, c'est que des mots, c'est que des expressions qui font pas naturel, qui font pas vrai, qui font de l'ordre de la fiction. Mais qui pourtant sont naturelles. Ouais. Et c'est toute la subtilité du film, je trouve aussi, ouais. Enfin, j'ose espérer qu'elles sont naturelles parce que, bon, ça, on peut pas savoir comment ça se passe réellement dans la vraie vie. Mais, tu sais, au bout d'un moment, je me dis, genre, ils ont suivi le mec et ses associés pendant sa quadrilla pendant 4 mois. Je pense au bout d'un moment t'oublies la cam, quoi. Je pense au bout d'un moment surtout que comme tu l'as dit, équipe réduite, ils ont fait en sorte d'être le moins présent possible. Tu sais, la caméra qui est dans le van, c'est une caméra, il y a pas d'opérateur, quoi. C'est une caméra qui est placée là en mode, tu sais, entre guillemets caméra cachée, quoi. Donc je pense que au bout d'un moment, tu sais, le naturel revient au galop, en fait. Genre peut-être les premiers jours, certains avaient des réactions peut-être pas naturelles, mais tous ces jours-là, ils ont jarté au montage et au final, il a gardé que à partir du moment où ils oublient totalement la cam. Enfin, là, c'est des spéculations, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, encore une fois, Albert Serra, en bon cinéaste naturaliste, il disait dans un entretien que tous les compliments par rapport au cojones, etc., toutes les insultes vis-à-vis du taureau, en fait, il les a découvertes au montage. Ouais, mais parce qu'il était au courant de rien. Il découvre tous les rushs au montage. Parce qu'il découvre, tous les rushs au montage. Et disons que dans le film, tout est que communication. Tu vois ce que je veux dire ? Disons que tous les personnages, tout ce qu'on voit à l'écran est uniquement en train de se créer une image de soi-même. Et ça fait en fait un peu un contre-pied avec le fait qu'Andrés, il passe son temps à passer à l'acte directement. Ouais. Et qu'il est connu pour passer à l'acte. Et que c'est son métier lui-même, tu vois. Et disons que tous ces personnages, ne sont qu'une image fictionnelle d'eux-mêmes. Même Andrés, tout ça n'est que paraître, et tout ça n'est que justement costume, je trouve. Je pense que c'est une pratique, la corrida, où comme beaucoup d'autres pratiques, mais plus encore dans le cas là, c'est tu vis pour le public, en fait. Parce que ça fait un peu, c'est la tradition antique, c'est la tradition romaine c'est le public qui décide de si il t'adule ou s'il te déteste. Et du coup, c'est ce qui explique aussi le fait que, parce qu'on dit que Andrés, il est très égocentrique et tout ça, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de matadors au final. Donc, et c'est assez intéressant c'est une petite anecdote que j'ai notée, c'est en fait, il a montré, Albert Serra, le film à Andrés Rocaré et à toute son équipe avant de le sortir. Et il n'était pas satisfait de fou, notamment parce qu'il y a... alors, je ne sais plus si c'est le dernier combat. Il y a un des combats où il se fait huer dans l'arène,
où je crois que c'est à Madrid, si je dis pas de conneries, où il a pas une super bonne réputation. Et du coup, il se fait huer. Et du coup, quand il a vu ça, il était en mode non, mais tu veux pas enlever cette partie-là et en mettre une autre. Ouais, Genre, j'avais encore une réglé. fois, on en revient à cet aspect où c'est important pour lui cette relation qu'il a avec le public. Bien sûr. Et du coup, avec l'élégance et donc avec lui-même, quoi. Mais c'est paradoxal quand on sait que dans le film, on voit jamais le public, on voit jamais des fans, on voit jamais. Et que c'est un peu nous aussi, public. Ouais. Donc au final, c'est tout ça n'est qu'illusion, que ce soit pour le public, mais aussi pour Andrés lui-même en fait. Et c'est un film qui va rencontrer un assez bon succès critique et commercial de manière générale. Ouais, commercial. Par rapport à son échelle. on va Ouais, dire. parce Voilà, que ça reste voilà. un petit film. Ouais. Albert Serra, c'est pas quelqu'un non plus d'hyper connu de manière générale à l'international. C'est un peu aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce podcast, c'est parce qu'on avait envie de parler de ce mec Il est trop peu connu. Hein. Voilà, c'est ça exactement. Et bon, au niveau des critiques, il y a moi j'ai retenu quelques critiques qui parlent un petit peu de la structure du film, de sa temporalité, voilà, comme quoi c'est lent, on se fait chier, tout ça. Parce qu'on rappelle, hein, toujours pas un argument, on est responsable de son propre ennui. Bravo. Comme, C'est qui déjà ça? Non, c'est pas Godard. Non, Je sais plus. Guy Debord. Ok, ouais, je l'avais, ouais. Mais du coup, voilà, c'est un film où... voilà, c'est pas un argument valable, on va dire. Globalement, il va recevoir un petit peu les mêmes critiques que sur Pacifiction. Même si Pacifiction, c'est vrai que j'ai toujours cette image de la ménagère de 60 ans qui va au cinéma voir un film parce qu'il y a Benoît Magimel et qui au final se retrouve devant Pacifiction. Moi, ça me fait marrer d'imaginer ça, d'imaginer c'est cette... magnifique, mais c'est ça qu'on aime. D'imaginer la vieille sortir de la salle énervée face à ce qu'elle vient de voir. Mais voilà, donc Tardès, c'est un film, comme vous l'avez vu, qu'on a grandement apprécié. Juste pour évoquer un petit peu la corrida en elle-même. Parce que maintenant, du coup, on a un petit peu plus de repères par rapport à la corrida, maintenant qu'on a vu Tardès plusieurs fois, on s'est un peu documenté, on a vu des choses un petit peu sur internet, des spectacles, du coup, de Andrés Rocarey. Enfin, j'en ai vu pas mal, perso. J'en ai vu 2. Mais pour toi, c'est quoi maintenant? Est-ce que ton rapport a un peu changé par rapport à ça ou Étonnamment pas tant que ça. On va dire que moi du coup j'ai toujours été éloigné à la corrida. Enfin du coup j'ai toujours été éloigné de la corrida. Je me suis toujours situé ni pour ni contre en fait dans un. Ouais honnêtement en vrai je m'en fous quoi. C'est vraiment. Disons voilà. La corrida m'intéresse quand on en fait quelque chose comme ici. Du coup quand c'est pensé du coup d'un point de vue esthétique, alors ça m'intéresse. Et alors je suis client. Maintenant, un spectacle uniquement de corrida, comme ça tout seul, ça m'intéresse pas. Pas vraiment, voilà. Mais je comprends du coup l'aspect historique, je comprends à la fois les réfractaires, donc à la fois les anti-corrida, et à la fois les, même si ça n'existe pas vraiment, mais les pro-corrida entre guillemets. Ouais. Je comprends du coup l'importance historique et culturelle que ça a dans plusieurs pays dans le monde. Maintenant, voilà, moi, c'est un sujet sur lequel je suis assez neutre et j'estime que déjà je suis pas la meilleure personne pour en parler, hein, ce qui est déjà quelque chose. Maintenant, ça m'intéresse quand on en fait de la littérature ou quand on en fait du cinéma ou même de la musique, enfin quand on en fait de l'art. Ou en tout cas, la corrida en tant que sujet, pas vraiment, mais la corrida pour autre chose, oui, complètement. Bien sûr. Je suis assez d'accord. Moi, pour avoir vu effectivement des spectacles sur YouTube, enfin des extraits et tout ça, c'est vrai que au début, c'est fascinant. Après, bon, je me fais vite un peu chier, honnêtement. Comme tu l'as dit, quand c'est pas esthétisé comme ça l'est dans Tardés et Soledad, voilà, je suis pas trop client. Et puis, j'ai un petit peu ce truc de me dire quand même que, même si encore une fois je suis assez d'accord avec toi, je suis plutôt neutre par rapport à ça et je comprends à la fois les réfractaires et ceux qui aiment la corrida, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de voir un petit peu le côté un peu malsain du truc. J'avais aucune connaissance de genre qu'il y avait comme je l'ai dit avant 3 tertios, genre qu'au début on piquait le taureau avec des harpons. Oui. Et Déjà qu'on pour le coup j'ai appris ça aussi dans la. Ce qui en vrai est évident, comme on l'a dit, tu peux pas lancer un taureau à pleine balle contre un matador, mais du coup en voyant ça dans Tardés et Soledad, je me suis dit putain c'est quand même c'est hardcore quoi le taureau, et puis j'ose imaginer que c'est des taureaux qui viennent d'élevage spécialement faits pour être élevés pour combattre.
Et du coup, pour combattre, pour être envoyé dans l'arène. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, forcément, ces taureaux, ils sont dopés à mort, ils sont... voilà, c'est vrai que c'est compliqué à l'heure actuelle, un spectacle comme ça. Maintenant, effectivement, je suis comme toi dans une position un petit peu de neutralité et mais d'intérêt du coup néanmoins, du coup voilà en tant que pur observateur. Ouais, de fascination un petit peu. C'est ça bien sûr. Et évidemment que quand même, on n'est pas sans cœur, ce qui joue quand même dans cette arène, ça reste quelque chose quand même d'assez inégal, même si voilà du coup d'assez unique. Mais voilà, ça reste quand même un animal qui souffre, honnêtement. Voilà, ça reste quand même un animal qui meurt pour le spectacle. Ouais. Maintenant, ça pose des questions. Est-ce qu'il faut interdire ou pas ? Moi, je ne pense pas. Mais je suis pas non plus pour en faire l'apologie absolument partout. Moi, je me situe entre les deux. Mais en tout cas, merci à Albert Serra d'avoir fait ce film, parce que moi personnellement, tu sais, après avoir vu Tardes de Soledad et après avoir vu tout le cinéma d'Albert Serra, on en parlait juste avant, mais je me sens plus intelligent en fait. J'ai appris des choses, que ce soit des choses historiques, comme là c'est le cas avec la corrida, ou des choses au niveau du cinéma, quoi, au niveau de la manière de filmer, de raconter des histoires, voilà, sur le fond et sur la forme, j'ai appris des choses, et ça c'est la marque des grands, quoi, des grands réalisateurs. Bien sûr. Pour conclure, on a quelques petites recommandations, comme d'habitude, à vous faire, des vidéos, des films. Enfin, évidemment, bon, vous l'aurez compris, on vous conseille de regarder tous les films de Albert Serra, même si, encore une fois, ses premiers films, c'est un peu compliqué de les voir en bonne qualité aujourd'hui. Oui, mais ils valent quand même le coup. Allez voir dans des médiathèques à côté de chez vous. Vous pouvez assez facilement les trouver. Sinon, honnêtement, sur Internet, on a quand même la chance du coup de vivre à l'époque d'Internet. Il faut savoir, je trouve, l'utiliser à bon escient, et si on peut utiliser Internet pour regarder des films d'Albert Serra, moi ça me va très bien. Moi j'ai, au niveau des recommandations, il y a déjà un numéro des Cahiers du cinéma, donc le numéro 818. Qui était... Pas du tout, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, non, qui est sorti à l'occasion de la sortie du film, quoi, au mois de mars, et qui s'intitule du coup Albert Serra dans l'arène, et donc c'est un numéro où il y a un gros dossier sur Tardes de Soledad, avec la critique du film, un entretien avec Albert Serra, un entretien également avec Francis Wolff, qui est du coup un philosophe qui a fait beaucoup de choses, mais qui a notamment fait un ouvrage que je vous recommande également. Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu quelques extraits, qui s'appelle Philosophie de la corrida, et voilà, c'est trop intéressant à voir, donc je vous conseille ces deux choses-là à lire. Ouais, c'est ça. Un entretien qui est fascinant, du coup, qui était une rencontre avec Albert Serra chez Potemkin, disponible sur la chaîne YouTube de Potemkin, un entretien qui fait 2 heures, où il parle un peu du coup du film, et il parle de pas mal de choses, dont son rapport à l'acteur notamment, assez passionnant. Voilà, moi du coup je peux vous conseiller quelques œuvres en rapport avec la corrida. Il y a de Paris à Cadix d'Alexandre Dumas, qui a quand même un excellent livre. Il y a Voyage en Espagne de Théophile Gautier, qui porte plusieurs noms, mais généralement ça se trouve sous ce nom-là. Il y a La corrida de Jean Cocteau, donc on connaît Jean Cocteau, on adore Jean Cocteau, et il faut pas oublier que Jean Cocteau a aussi beaucoup écrit. Il y a L'été dangereux d'Ernest Hemingway, donc ça c'était pour la littérature. Il y a une peinture de Picasso, si je dis pas de bêtises, où il a peint du coup les arènes d'Arles, et donc Vincent Van Gogh en a fait de même. Du coup, le tableau s'appelle Les arènes d'Arles. En même temps, c'est tellement un truc fascinant à peindre, je pense. Mais bien sûr. C'est tellement un sujet intéressant pour un peintre de peindre la corrida. Évidemment. Et il y a aussi André Bazin qui a fait qui a écrit, je crois, pas mal d'articles. Ils en parlent notamment dans les cahiers du cinéma. Entre les années 50 et 60. Ouais. Ça, sur la corrida cinématographique. C'était un épisode plus court que d'habitude, mais voilà, c'est un film beaucoup moins connu, plus récent aussi. Donc ça nous a fait plaisir d'en parler.
Merci Adam. Merci à toi. Et du coup, bah, nous, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Cette fois-ci, on ne le tease pas, même si on sait à 99% ce que ça va être. Mais on sait jamais. Ouais. On sait jamais. On laisse le suspense et bien sûr, on fera quelques petites... on en parlera sur le compte Instagram. Voilà, on teasera un petit peu l'épisode, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Et générique de fin.